Bonjour à toutes et à tous. Alors, on recommence avec le troisième cours en passant donc aujourd'hui pour utiliser la métaphore qu'on avait déjà mentionnée pendant le premier cours. On va passer des éléphants aux baleines. Donc, on va passer des cas des empires terrestres dans le genre Empire ottoman, Empire moghol, même si les Ottomans avaient bien sûr aussi un aspect maritime qu'on n'a pas tellement exploré. Et on va passer au cas par excellence de l'empire maritime de l'époque moderne, notamment donc le cas de l'empire portugais et donc l'empire portugais qui a joué un rôle capital pendant assez longtemps, en commençant donc au XVe siècle et en allant en fait jusque dans les années 1970. Mais souvent on traite ces moments comme des empires presque différents. Donc on parle souvent d'un premier empire portugais, un deuxième, un troisième, le troisième étant donc celui qui a terminé dans les guerres anticoloniales en Afrique, qui a aussi mené le changement de régime au Portugal, donc autour du milieu des années 70. Alors, donc, comme vous le savez peut-être, ce n'est pas la première fois que je traite cette question, car par le passé, j'avais déjà abordé des problèmes liés avec l'Empire portugais dans différents ouvrages et pas mal d'essais aussi, y compris donc un livre qui est paru pour la première fois en anglais en 93 et puis a été traduit en français, l'Empire portugais d'Asie. Et puis j'ai aussi, à la fin des années 90, écrit ce livre sur Vasco da Gama, qui a aussi été donc traduit en français avec un délai, mais néanmoins qui est disponible aussi sous forme de livre de poche dans la même série que l'autre livre. Voilà, donc je n'ai pas envie de me répéter, je n'ai pas envie de revenir sur des questions que vous allez déjà trouver dans ces livres, car ça serait un peu inutile. J'ai plutôt envie de commencer avec un bilan qui est nécessaire, bien sûr, pour vous donner un fond de scène. Et puis, je vais rentrer dans une série de questions beaucoup plus précises en utilisant des documents et des matériaux de l'époque. Or, on sait que les débuts de l'Empire portugais se trouvent au début du XVe siècle. Donc, c'est après un changement de dynastie, un changement qui a eu lieu dans les années 1380, quand il y a eu donc une guerre entre Portugal et Castille, et par conséquent, donc, la personne que vous voyez ici, Jean Ier, a pris le pouvoir, un fils bâtard, et puis il a fondé cette dynastie qui s'appelle la dynastie d'Aviges, qui a duré jusqu'à 1580. Alors, donc, c'est sous ce règne-là qu'on commence l'expansion, et c'est une expansion donc qui a déjà deux facettes à l'époque. Donc, un aspect qui est donc plus maritime, et on peut dire qui est donc qui puise dans l'expérience d'un certain nombre d'empires et systèmes politiques maritimes qui existaient dans la Méditerranée. Car, comme on a souvent dit, techniquement, le Portugal n'est pas un pays méditerranéen, car il n'a pas de présence techniquement dans la mer méditerranéenne, mais il y a quand même une influence de la Méditerranée sur l'histoire portugaise. Et les Portugais avaient donc beaucoup de rapports avec les Italiens déjà au Moyen-Âge, après la reconquête de Portugal. Et puis, donc, ils ont devant eux au moins deux exemples. L'exemple de Venise, Venise qui a donc construit un empire donc, qui allait vers l'Orient. Vous voyez un peu l'extension de cette présence vénitienne qui avait aussi
mené les Vénitiens à avoir des rapports avec les Mongols au XIIIe siècle à partir de la mer Noire. Et puis, il y avait aussi l'autre exemple qu'on a traité il y a 3 ans quand je parlais des réseaux marchands. Et ça, c'est l'exemple de Gênes, qui était d'ailleurs encore plus frappant d'un certain point de vue que l'exemple vénitien. Les Génois avaient une présence plus large en Méditerranée et à un moment donné étaient aussi assez présents dans la mer Noire et même dans l'Eurasie, ce qu'on appelle parfois, tort ou à raison, les routes de soie. Et donc, les Génois étaient aussi ces exemples, ces exemplaires pour les Portugais quand ils ont commencé leur expansion au XVe siècle. Mais les Portugais, en fait, avaient, comme je vous ai dit, deux facettes. Il y avait un aspect qui les a amenés en Atlantique, où ils sont allés vers les îles désertiques comme l'archipel de Madère ou des Açores. Mais il y avait bien sûr aussi l'autre aspect qui était très important, c'est-à-dire leur expansion en Afrique du Nord, dans le Maghreb, qui commence donc avec la prise de Ceuta en 1415, expédition importante dans l'histoire portugaise. Et c'est une expédition qui a donc donné une série de résultats. Puis au 15e, début 16e, on a continué cette expansion en allant vers le sud, donc dans la région de Ducala et puis aussi Sousse. Les Portugais ont finalement abandonné un certain nombre de ces positions, de ces forteresses au milieu du XVIe siècle, mais cette aventure maghrébine reste très importante pour les Portugais, aussi parce que pour les membres des classes militaires et les aristocrates, c'est cet aspect-là qui les intéressait le plus, car il y avait tout d'abord donc un aspect militaire très présent, et deuxièmement, il y avait aussi un aspect de croisade, de la continuation de la reconquête, car ici, les ennemis étaient des musulmans. Et c'était donc, ça allait et ça rentrait très bien dans la mentalité de la classe des guerriers, des fidalgos et autres. Cette expansion et les conséquences ont été abordées donc par plusieurs biais, pas seulement avec les sources portugaises. Bon, par exemple, on a ces fameuses sources inédites pour l'histoire du Maroc, où on a aussi regardé, par exemple, les sources en d'autres langues. Bon, il y a un livre qui nous fait le pont entre ce qu'on traite aujourd'hui et ce qu'on a traité la semaine dernière. C'est le livre un peu méconnu, mais intéressant, de Weston Cook sur la guerre de 100 ans pour le Maroc, où il traite la question justement des empires de la poudre à canon. Donc, en fait, il traite la situation au Maroc sous cet angle-là, et d'ailleurs, il nous explique pourquoi la poudre à canon, les fusils à mèche, etc., étaient assez importants dans le Maroc au XVIe siècle, surtout pour la dynastie des Saadiennes, qui ont joué un rôle capital, y compris dans la grosse défaite que les Portugais ont encaissée en 1578, la bataille de Alcácer Quibir, qui reste très important dans la mémoire et dans l'histoire portugaise. Or, ça, c'est donc un premier aspect. La deuxième facette, c'est donc l'expansion maritime. L'expansion maritime commence donc avec les îles de l'Atlantique, Madère, Açores, et puis va continuer dans la côte ouest de l'Afrique, au sud du Maroc, dans les régions donc sous-sahariennes. Et là, on le sait que l'acteur principal, ce n'est pas le roi, mais un des fils du roi, le prince Henri ou Infante Doméric,
un personnage très controversé. Il y a eu beaucoup de débats autour de lui, ses actions, etc. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur lui, y compris par exemple sur ce portrait que pendant très longtemps on a affirmé était sûrement un portrait de lui, mais maintenant il y a quelques historiens de l'art qui commencent à émettre des doutes sur celui-là. Mais néanmoins, on sait beaucoup de choses sur le prince Henri, y compris le fait que c'était un des premiers qui a vraiment joué un rôle important pour définir ce qui va devenir un aspect extrêmement important de cet empire portugais en naissance, c'est-à-dire le commerce des esclaves. Les Portugais, en quelque sorte, ont été, ce n'est pas forcément un sujet de fierté, ils ont été les pionniers, en quelque sorte, du commerce des esclaves dans l'Atlantique. Bien sûr, il y avait déjà un commerce des esclaves ailleurs dans le monde, y compris dans la Méditerranée, mais c'est les Portugais qui ont donc commencé cette traite à partir de l'Afrique occidentale, en utilisant les endroits comme São Jorge da Mina, l'archipel du Cap-Vert qu'ils ont colonisé, et puis au XVIe siècle, ils ont aussi commencé à amener ces esclaves en Amérique, c'est-à-dire dans le Brésil, mais aussi en traversant la frontière entre l'Amérique portugaise et l'Amérique espagnole. Et donc, ça a créé tout ce système déjà au XVIe siècle qui va devenir un système plus complexe et plus multinational encore au XVIIe, XVIIIe siècle. Vous aviez ici le livre de notre collègue Luis Felipe de Alencastro, qui a été naguère professeur à la Sorbonne, au Trato dos Viventes. Ça existe en portugais, en anglais, mais tant que je ne sache pas en français. Mais c'est un livre très important qui fait un peu le bilan de l'importance de ce commerce des esclaves pour la formation du Brésil dans le contexte de l'Atlantique Sud. Voilà donc ces deux aspects déjà présents au XVe siècle, la conquête en Afrique du Nord et puis ce commerce dans l'Atlantique, commerce qui n'est pas exclusivement un commerce d'esclaves, car il y a aussi d'autres produits, le sucre, la canne à sucre, etc. Mais c'est donc à partir de ça, par la suite, les Portugais vont donc poursuivre leur chemin et leur empire baleine en rentrant donc dans l'océan. Ça, c'est donc le sujet que j'ai traité dans mon livre sur Vasco da Gama, c'est-à-dire à la fin du XVe siècle, les Portugais vont finalement donc décider de rentrer en océan Indien et ils envoient une expédition qui va donc contourner le cap de Bonne-Espérance, arriver en Afrique orientale et puis traverser l'océan Indien occidental pour arriver en Inde du Sud, dans le royaume de Calicut, dans le Kerala, dans l'Inde du Sud. Alors, donc, comment faire pour comprendre ce que les Portugais ont fait en océan Indien? La réalité, c'est que les Portugais ont fait plusieurs choses dans l'océan Indien et ils ont poursuivi, pour ainsi dire, plusieurs modèles. Il y avait un aspect, donc, toujours guerre sainte, croisade contre les musulmans, surtout parce que les musulmans étaient importants dans l'océan Indien occidental, par exemple dans la péninsule arabique, au golfe Persique et surtout en Inde et en Afrique orientale. Et puis, en arrivant en Asie du Sud-Est, il y a une présence musulmane beaucoup moins importante. Là, la présence portugaise devient par conséquent un peu plus pacifique, plus commerciale. Globalement, il faut dire, même si les Portugais ont participé dans le commerce des esclaves dans l'océan Indien, c'était beaucoup moins important pour eux que le commerce des esclaves dans l'Atlantique. Les Portugais vont donc faire une série de conquêtes qu'on connaît, Goa en 1510, puis Malacca dans la péninsule malaise en 1511,
Ils vont s'installer durablement dans l'Indonésie dans les années 1510, où il y aura donc quelques difficultés avec les Espagnols, surtout dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et puis, ils vont s'installer avec beaucoup de difficultés au Japon et en Chine. Ils arrivent au Japon dans les années 1540 et ils ont donc côtoyé la Chine pendant assez longtemps dans les années 1530, 40 et finalement, ils ont reçu la possibilité de la dynastie Ming dans les années 1550 de s'installer à Macao. Mais il faut quand même souligner qu'en Chine et au Japon, il n'y a pas de conquête. Il n'y a pas de conquête, il n'y a que ces comptoirs, parfois qui deviennent plus ou moins fortifiés, mais les conquêtes, en fait, sont plus ou moins dans l'océan Indien occidental et avec quelques exceptions dans l'Asie du Sud-Est. Voilà. Donc, une présence très extensive, pas une pénétration très importante vers l'intérieur du continent. Hein. Si on regarde, par exemple, les cartes portugaises, souvent on remarque que leur savoir donne l'impression que ça se limite aux régions côtières. Même les toponymes, il y a très peu de toponymes dans l'intérieur de ces continents qui sont mentionnés. Et c'est souvent, en fait, les endroits au bord de la mer qui les intéressent. Donc, un empire assez commercial et bien sûr avec des aspects qui a par conséquent beaucoup intéressé les historiens du commerce. Parmi ces historiens, il en a un certain nombre, mais il y a un personnage qui reste assez important, y compris parce qu'il avait des liens très forts avec la France. Et ça, c'est l'historien portugais Vitorino Magalhães Coutinho, qui était assez lié avec Fernand Braudel et l'École des Annales. Il a donc fait ce livre, qui reste un livre très important sur les aspects économiques de l'Empire portugais au XVe et XVIe siècle, l'économie de l'Empire portugais. Vous voyez que c'est publié dans la série de Serpen, série de prestige liée avec l'École des Annales. Puis, par la suite, il a fait une version, même deux versions en portugais de ce livre, des versions qui sont plus grandes, mais d'une certaine manière, on peut dire plus confuses. En fait, pour moi, la version de référence reste en quelque sorte le texte français qui est mieux construit en quelque sorte. Et puis, on a aussi eu d'autres Français qui ont abordé cette question sur les aspects économiques de l'expansion portugaise, y compris Frédéric Moreau, qui lui aussi était lié avec l'École des Annales. Dans un article qu'il a publié en 1993, donc Moreau est revenu sur ses débuts de l'Empire. Et voilà, il dit que toute proportion gardée en 1493, donc l'année après le retour de Colomb, après l'expédition de Colomb, le Portugal reste un pays important de l'Occident chrétien, reconquis sur les musulmans plutôt que l'Espagne, et déjà préparé au grand voyage par cette Méditerranée de l'Atlantique sud-oriental qui existe déjà au XVe siècle. Donc là, il parle de le prince Henri, dit le navigateur, même s'il n'a pas beaucoup navigué. Et donc, il parle aussi de comment on a commencé avec les blés des Açores, sucre de Madère, or de Guinée, et bien sûr aussi, il ne parle pas beaucoup ici, mais aussi les esclaves. Donc, puis il y a l'autre aspect des produits africains fournis par le Maroc. Il souligne, et ça c'est important, le rôle des banquiers et hommes d'affaires italiens à Lisbonne. Et c'est aussi à cause de ça qu'on sait qu'il y avait une influence assez forte de ces modèles italiens de la Méditerranée sur les Portugais. Ils avaient souvent en tête ces
ces antécédents qui existaient en Méditerranée avec les Génois, les Vénitiens et ainsi de suite. Donc, il y a les propos de Moreau en 1993 ne nous intéressent pas trop car il a une idée que le Portugal va rejouer à la fin du XXe siècle un peu le rôle qu'il a joué à la fin du XVe siècle, qui me semble hautement fantaisiste. Mais néanmoins, ce qui est intéressant pour nous, c'est l'aspect là donc ces différents aspects d'un empire en construction et puis l'influence de ces Italiens. Alors, il est néanmoins remarquable qu'il y avait quelques points aveugles dans cette historiographie des années 50-60, comme on vient de citer. Et ça se voit dans un texte un peu tardif de Godinho, où il a été interrogé sur comment écrire l'histoire de l'expansion portugaise, sur les critiques venant des historiens qui étaient basés ailleurs, etc. Et là, il a donc fait cette affirmation que je mentionne ici, qui me semble assez frappante et assez problématique. Il dit « La civilisation européenne est la seule à avoir les valeurs de l'autocritique, ce qui a été fait depuis les débuts de l'expansion avec Bartolomé de las Casas. Ensuite, il y a des gens qui n'ont toujours pas été en mesure de construire leur propre mémoire collective, même s'ils ont peut-être une civilisation très riche comme l'Inde et la Chine. » Donc, ici, il est en train de balayer assez expéditivement tout ce qui est la contribution de l'historiographie extra-européenne. Pour lui, ce qui compte, c'est l'Europe et seulement l'Europe, parce que l'Europe, en fait, pas seulement a fait l'expansion, pas seulement construit l'Empire, mais a aussi construit l'autocritique. Alors, ça, c'est bien sûr une position qu'il n'a pas inventée, c'est une position qu'on a soutenue depuis assez longtemps. Vous voyez, ici, on a l'épopée nationale et impériale des Portugais, les Lusíadas de Camões, publiée en 1572, une épopée qui garde une importance historique pour plusieurs raisons, y compris parce que Camões a été, en tant que soldat, dans l'océan Indien. Il a lutté dans différentes expéditions des Portugais. Mais même dans ce texte qui est censé être épopée et qui commence, donc, ici je cite une traduction en français un peu ancienne, là vous voyez comment il commence. Les combats, les héros de la Lusitanie qui s'ouvrant sur les mers, des passages nouveaux par de la Taprobane ont guidé leurs vaisseaux et qui, par des efforts de valeur plus qu'humaine, ont sur ces bords lointains établi leur domaine. Je célèbre ces rois valeureux et chrétiens de la foi, de l'empire invincible soutien et qui, de leur audace effrayant l'infidèle, ont conquis à leur nom une gloire immortelle. Donc, vous voyez les éléments qui sont là, les rois chrétiens contre les musulmans, etc. Mais même dans ce texte-là, et c'est ce qu'on a souligné depuis un certain temps, donc même dans ce texte-là, et même dans d'autres textes du XVIe siècle, on trouve aussi un aspect critique envers l'Empire. Par exemple, il y a un poète assez célèbre du XVIe siècle, Francisco de Sá de Miranda, qui a donc critiqué certains aspects de l'Empire et de l'expansion. Dans ce premier poème, vous voyez ici, il dit qu'il n'a pas tellement peur de Castille, mais parce qu'ils ne vont pas vraiment faire la guerre, mais plutôt de Lisbonne, parce que de là, on a donc l'odeur de cannelle, et à cause de cette odeur de cannelle, le Portugal va donc perdre sa population parce que les gens vont chercher leur fortune ailleurs. Donc, en fait, ce genre d'autocritique. Et ça se trouve d'ailleurs aussi dans un célèbre moment des Lusíadas de Camões. Ici, on voit le départ donc, de Vasco da Gama en 1497 dans une peinture bien sûr très tardive.
Et dans le texte de Camões, il nous raconte donc cet épisode, bien sûr littéraire et sûrement imaginaire. Euh, les navires sont sur le point de partir, et là, cependant, au rivage, un sévère vieillard resté, les yeux fixés sur la plaine liquide des gloires de la terre. Il a connu le vide, instruit par la sagesse et mûri par les ans, il s'est d'illusions dépouillé dès longtemps. Son imposante voix, un accent de prophète, fait retenir ces mots que l'onde au loin répète. Ô du commandement funeste passion, d'une gloire menteuse, ô folle ambition, fallacieux désir d'une veine fumée que notre orgueil crédule appelle renommée. Donc, voilà pour lui cette idée de construire un empire, c'est rien d'autre qu'une folle ambition qui va donc détruire le Portugal et il va donc créer des effets néfastes. C'est ce qu'on appelle l'incident du vieillard de Restelo, qui a été traité, je ne sais pas combien de fois par les critiques et par les historiens littéraires au Portugal, et qui est souvent pris exactement dans ce sens de l'autocritique chez les Portugais. Cette autocritique, bien sûr, est aussi construite en fonction de l'intérêt des Portugais. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que l'Empire pose problème pour les autres, c'est parce que, selon ce vieillard, ça pose problème pour le Portugal et les Portugais. Donc, disons, c'est une autocritique basée sur une vision assez égoïste du monde. Mais néanmoins, ça n'a pas empêché des gens à faire usage de ces textes et ces phrases. Parmi les usages les plus connus, on a ce film, d'ailleurs un peu discutable, mais qui a eu un effet considérable quand c'est sorti après, à la fin de la guerre anticoloniale en Afrique. Vous voyez, non ou à 20 Gloria de Mandar, donc c'est basé exactement sur cette phrase de Camões, et c'est une espèce de film où on revient exactement sur pourquoi l'Empire posait problème pour les Portugais. Donc, si vous voulez, on peut construire une vision de l'Empire portugais sur le dos des sources portugaises en affirmant une espèce de autosuffisance. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des autres en fin de compte? Parce que, après tout, les Portugais, les Espagnols, les Européens en général étaient capables de tout, y compris l'autocritique. Alors, donc, c'est pour ça que pour moi, même si l'œuvre de M. Godinho reste très importante et l'œuvre de M. Moreau aussi, surtout pour l'Atlantique, c'est pour moi plus intéressant de puiser dans une autre lignée, dans un autre type de développement portant sur l'Empire portugais. Et cette autre position, je pense que c'est aussi intéressant d'un point de vue méthodologique, parce que celui qui est au centre de ça, c'est quelqu'un que j'ai mentionné déjà quelquefois dans les cours de cette année, aussi des années précédentes, c'est Jean Aubin. Et dont l'originalité, ça restait aussi dans le fait qu'il est venu à l'histoire de l'Empire portugais à partir d'une connaissance très profonde des empires islamiques. Donc, en fait, plutôt que se former en tant que spécialiste du Portugal, il était tout d'abord un spécialiste des Timurides, des Safavides, même des Tchingizides. Donc, toutes ces dynasties, ces empires ont joué un rôle capital dans le cadre de l'Asie centrale et du Moyen-Orient. Ici, vous voyez le deuxième des trois volumes, le latin et l'astrolabe. Le premier a été publié pendant son vivant et j'ai eu l'honneur, le plaisir de discuter avec lui au moment de la sortie à la Fondation Gulbenkian. Et puis, c'est le deuxième, troisième qui étaient des volumes posthumes qui mettaient ensemble un certain nombre de publications et des inédits d'Aubin.
Et donc, on peut dire en quelque sorte, celui qui a suivi ces pas, c'est l'historien portugais Luís-Filipe Tomás, qui était déjà assez connu en France, où il a fait une partie de ses études. Et surtout, dans les derniers temps, on commence à sortir un peu systématiquement ses écrits en français, y compris ce livre, L'expansion portugaise dans le monde, 14e, 18e siècle. Alors, c'est quoi la différence entre leur perspective et le point de vue de Godinho? Ça reste donc beaucoup moins centré sur les aspects purement économiques. Il y a beaucoup plus d'attention donnée aux structures politiques et idéologiques, surtout idéologiques. Et dans le cas de Aubin, c'est aussi une espèce de réflexion comparatiste sur les idéologies des empires. Mais il y a aussi un point de vue un peu différent par rapport à l'architecture même de l'Empire. Là, vous voyez en haut un texte très connu de Tomás qui a été publié en 85 sur la structure de l'Empire portugais en Asie. Il dit que si on fait la confrontation entre l'État portugais des Indes et la notion courante des empires, on voit que c'est très originel et parfois déconcertant. Et il faut donc prendre en compte l'hétérogénéité de ces institutions, l'imprécision de ses limites, tant géographiques comme juridiques. Et la différence, c'est quoi? Et là, on revient un peu en d'autres mots sur l'éléphant et la baleine. Donc, normalement, les empires éléphants, sont donc des espaces géographiques, tandis que la présence portugaise, c'est un réseau, plutôt qu'un espace, c'est plutôt un réseau entre différents espaces. Alors, dans un texte que j'avais publié à la fin des années 90, j'ai repris un peu ces idées et là, je me cite, et modestement, il faut dire que là, j'ai essayé de faire la contraste entre ce que j'ai appelé une approche maximaliste aux empires et une approche minimaliste. Donc, en prenant cette approche minimaliste, on peut dire que les empires sont des États avec une extension géographique qui couvre plus qu'un domaine culturel et plus qu'une zone écologique. Puis, ils ont une moteur idéologique qui leur amenait vers des idées universelles, des formes de dominance plutôt que le contrôle sur un domaine compact. Et troisièmement, ce sont des systèmes politiques où l'idée de souveraineté, l'idée des rois qui n'étaient pas seulement des rois, mais des rois. L'idée persane de Shahenshah, et donc une notion de hiérarchie, de niveau de souveraineté qui est présent. Et donc, pour moi, ça, c'est une définition minimale qui nous mène vers ce qui est un empire et que nous permet de cadrer assez bien à la fois les éléphants et les baleines, donc à la fois les cas comme les Ottomans et les cas comme les Portugais. Alors, donc, pour aborder ces questions, comme je vous ai dit, pas seulement économiques, tout en gardant à l'esprit que l'économie de l'Empire était quand même importante, la chose de base, pour ainsi dire, il faut donc aussi, comme je vous ai dit, aborder les aspects idéologiques de l'Empire. Qu'est-ce que vous voulez, en fin de compte, les Portugais? Et qui, en fait, finalement, menait le jeu? Est-ce que c'était seulement les Portugais? Est-ce qu'il y avait d'autres éléments dans l'affaire? Alors, bien sûr, il y a pas mal de textes de type idéologique qu'on peut certainement utiliser et aborder. Il y a, par exemple, des grands chroniques officielles comme le texte d'Asia de Jean de Barros, qui est quand même, en tant que porte-parole d'une idéologie impériale au milieu du XVIe siècle, c'est quand même quelque chose qui est assez frappant. Mais il faut faire attention parce que c'est déjà le milieu du XVIe siècle, tandis que l'Empire a déjà existé au début du XVIe siècle, quand il se peut que l'idéologie était quelque peu différente. Puis, on a des textes comme cet autre texte, qui est les commentaires de Alfonso d'Albuquerque, écrit par son fils,
publiés déjà dans les années 1570. Donc, en fait, on a beaucoup de ces textes publiés déjà au XVIe siècle, même si les Portugais n'étaient pas forcément tellement fortes dans l'imprimerie, si on fait la comparaison avec les Italiens de l'époque, par exemple. Mais en réalité, il faut combiner ces matériaux publiés à usage public, donc, avec ce qui reste dans les archives. Ici, vous avez deux types d'exemples. Vous avez, par exemple, à gauche, une lettre, c'est la lettre d'Alphonse d'Albuquerque, où il annonce au roi la conquête de Goa en 1510. Et puis, on a aussi énormément de matériaux dispersés dans les archives. Et en fait, on a toujours un petit problème parce que les archives portugaises n'ont jamais été publiées d'une façon aussi systématique, par exemple, que les archives espagnoles. Donc, il reste toujours et encore des découvertes à faire dans les archives, des documents qu'on n'a même pas recensés ou qui restent dans des fragments ou des choses semblables. Donc, il faut faire un effort de synthèse avec tous ces matériaux-là. Et il faut dire que, heureusement, à la suite des travaux d'Aubin et de Thomas, on a maintenant de plus en plus d'intérêt à ces questions donc, idéologiques de la construction, de la culture politique de l'Empire. Ici, vous aviez un jeune historien italien formé à l'École normale supérieure de Pise, qui a fait ce livre qui porte sur politique et culture dans le monde portugais au 15e, 17e siècle. Ça existe en version italienne et en version portugaise. D'ailleurs, la version portugaise est plus développée que la version italienne, où il traite justement ce qu'il appelle donc la conscience d'un empire, en abordant toute une série d'auteurs et de textes assez différents, y compris Jean de Barros, y compris beaucoup d'auteurs qu'on trouve soit dans le monde des publications, soit dans les archives. Donc, c'est une question qui reste très vive dans l'historiographie. Et de la même manière, dans le monde universitaire portugais, on continue à travailler le XVIe siècle. Par exemple, cette époque qui pendant très longtemps a été un peu négligée, c'est-à-dire l'époque entre 1520 et 1550, qui avait aussi été un peu comme méprisée par l'historiographie du 19e siècle, car c'est le moment quand l'Inquisition s'installe au Portugal, et c'est aussi le moment de la contre-réforme. Donc, les libéraux du 19e siècle n'aimaient pas beaucoup cette époque, mais des auteurs plus récents ont à la fois analysé les matériaux de cette époque et aussi publié un certain nombre de sources capitales, comme par exemple la correspondance de l'ambassadeur castillan au Portugal, Lope Hurtado de Mendoza. Ça, c'est important aussi parce qu'il y a une question qui reste à débattre, c'est-à-dire quel était le rapport exactement au milieu du XVIe siècle entre l'Empire portugais et l'Empire espagnol. Est-ce que l'un a influé sur l'autre? Est-ce que c'était deux versions de l'Empire totalement indépendantes? Bon, je pense qu'il est assez clair qu'ils n'étaient pas du tout indépendants. En fait, il y avait une espèce de dialogue et de va-et-vient constant entre les deux. Et bien sûr, quand on traite ces questions-là, il s'agit aussi d'aborder sans cesse des questions liées avec la religion, y compris parce que si on regarde n'importe quel texte des Portugais au XVIe siècle, on parle sans cesse des missions de la religion. On ne parle pas de ça de la même manière, car au tout début du XVIe siècle, c'est une autre façon d'aborder les choses. Avec la contre-réforme, les réformes tridentines et l'invention des nouvelles institutions comme la Société de Jésus, il y a une autre manière d'aborder les choses. Donc, on a quand même pas mal de choses à se dire.
Mais pour moi, aujourd'hui, dans le temps qui me reste, je vais aussi vous proposer quelque chose d'autre. C'est-à-dire, plutôt que de voir les choses à partir, disons, de haut en bas, à partir du point de vue, disons, des dirigeants de l'Empire, qui reste, bien sûr, un aspect très important. Je vais aussi vous proposer qu'il y a une espèce de polyphonie autour de cet empire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de voix assez contradictoires, assez différentes qu'on trouve en cherchant et en allant surtout dans les archives. Donc, pas tellement dans les textes publiés, même s'il y a quelques textes publiés aussi assez intéressants pour cette question. Donc, je vous donne quelques exemples pour vous dire un peu comment l'Empire portugais était vu par des gens qui ont soit participé dans cet empire, soit qui ont opposé cet empire. Hein? Et donc, pour vous donner justement, comme je vous ai dit, une vision plus nuancée, plus polyphonique de ce qu'était cet empire, mais aussi, par exemple, pour voir parfois si les participants plus modestes acceptaient plus ou moins les prémices idéologiques de l'empire qui étaient données par les dirigeants. Donc, je commence avec un texte qui est un texte écrit par les colons de la forteresse de Malacca. Donc, forteresse que les Portugais et notamment Afonso d'Albuquerque avaient conquis en 1511. On est donc à peu près 15 ans après la conquête. Et là, vous aviez une lettre écrite au roi de Portugal, Jean III, par les moradores, les colons. Et voilà donc ce qu'on raconte. Les colons de votre très peuplée forteresse et noble cité de Malacca font savoir à votre Altesse il s'est maintenant écoulé 15 ans depuis l'époque où la dite ville a été conquise par la force des armes, prise durant laquelle la plupart d'entre nous étaient présents. Donc, en fait, ils étaient en quelque sorte des conquistadors. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous nous sommes mariés dans la dite ville pour rendre service à Dieu et à votre Altesse. Et nous avons amené nos femmes qui étaient infidèles, ça veut dire qu'elles étaient soit musulmans, soit entre guillemets, des païens, à la sainte foi catholique. Et ainsi, nous les avons endoctrinés comme la Sainte Mère Église de Rome nous l'ordonne. Donc, vous voyez, qu'ils insistent sur cet aspect. La guerre continue sur la mer et sur la terre, combattre contre nos ennemis nuit et jour, mais aussi, vous voyez qu'ils ont donc aussi cette espèce de vision de l'expansion de la foi chrétienne. Et on est dans les années 1520, donc c'est pas, disons, l'esprit missionnaire qu'on retrouve dans la deuxième moitié du XVIe siècle, mais néanmoins, vous voyez que même le colon lambda à Malacca, il parle de cette manière-là, au moins quand il est dans une discussion avec son roi. Mais regardons donc aussi d'autres points de vue, parce qu'il n'y avait pas seulement des Portugais qui étaient impliqués dans cet empire. Là, vous voyez une petite peinture du milieu du XVIe siècle qui démontre un Portugais avec des femmes probablement indiennes ou certainement asiatiques ou africaines. Voilà, donc on a cette vision des colons. Et puis, on a, par exemple, un texte comme ça. Et ça, c'est un texte qui n'est pas écrit par les Portugais, mais par les marchands tamouls de Malacca. Alors, vous voyez qu'on donne leurs noms. Les noms sont donc assez déformés. Nina Suryadeva, c'est acceptable en tant que nom, mais les autres, Nina Pau, Nina Gudam, Nina Sola, Nina Mundi, en fait, il s'agit de déformation par les Portugais des noms tamouls. Qu'est-ce qu'ils racontent, eux? C'est au roi notre Seigneur de la part des marchands de Malacca. Donc, ils sont restés là, même après la conquête. Et qu'est-ce qu'on raconte ici? Nous résidons en cette cité de Malacca à votre service. Chacun d'entre nous souhaite nous servir tout comme les Portugais de naissance, car nous savons que dans tous les ordres que votre
Altesse doit rendre pour nous. Il désire que nous recevions autant d'honneur que n'importe lequel de ses vassaux à qui il souhaite le plus grand bénéfice. Mais alors, en même temps, ils ont envie d'affirmer leur loyauté, etc., mais ils continuent avec des plaintes. Ils parlent de comment ils ont rendu beaucoup de services, mais ils ont été donc piètrement remerciés par les gouverneurs et les intendants du Trésor, car les capitaines et les facteurs qui sont ici de fait de votre Altesse nous réclament nos produits pour votre comptoir, et en tant que vassaux et serviteurs fidèles, nous leur donnons de bonne grâce, hein, mais puis donc ils ne sont pas payés, ils sont payés avec un retard, etc. Donc là, des gens qui, vous voyez, tout d'abord, pas du tout de vocabulaire chrétien, parce que ces gens-là ne se sont pas convertis. Et ils restent en fait des hindous. Mais ils font partie de l'Empire portugais néanmoins. Les musulmans en général sont pas tous partis, mais en grande majorité sont partis de Malacca après la conquête par les Portugais. Mais les hindous, tamouls, ils sont restés. Et après avoir fait l'expérience, 15 ans après la conquête, vous voyez, ils sont quand même mécontents. Donc, des points de vue différents, de sujets différents, avec des affirmations de type différents. Mais en fait, il faut aussi se rendre compte qu'il y a une diversité assez énorme dans la présence des gens à l'intérieur de cet empire portugais. Je vous ai parlé de l'influence génoise, mais en fait, on ne s'est pas rendu compte entièrement de la réalité d'une présence génoise. Parce que il y a beaucoup d'attention qui a été prêtée à d'autres types de présences italiennes dans l'Empire portugais, mais la présence génoise, malgré le cas de Christophe Colomb, n'a pas été tellement citée, mais il s'avère qu'il y avait une présence. Et donc, surtout, les gens venant de la région de Cap-Corse. Et j'ai pu donc trouver un cas très intéressant des premières 2 décennies du XVIe siècle. Il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Silvestro Baccioni, Bachon en portugais de l'époque. C'est un Corse qui est spécialiste de la construction navale. Et il est donc employé par les Portugais pour construire des navires, des galères. Les Portugais avaient d'ailleurs quelques galères en Inde, pas beaucoup, mais il en avait. Et d'autres navires encore. Et là, vous aviez, par exemple, une lettre. Et là encore, un sujet mécontent. Il dit, voilà, lettre au roi, après avoir embrassé les mains de votre Altesse, je vous rappellerai qu'à Almeirim, je vous ai montré un albará du vice-roi dans lequel il me donnait le poste Antonio Real, tout entier tel qu'il l'avait reçu de votre Altesse, mais puis il dit, il n'a pas reçu ce qu'il aurait dû recevoir, etc. Et il insiste sur le fait que sa femme, son père et sa mère, etc., ils sont tous en train de souffrir à cause de son absence. Et ils sont à Lisbonne. Lui, il est en Inde. Il souffre beaucoup. Il a l'impression qu'il est malmené par les Portugais. Donc, il participe dans leur empire, mais il est mécontent. Puis, quelques temps après, apparemment, Albuquerque a fait un certain nombre de choses pour lui. Et là, il écrit d'autres lettres où il essaie de flatter Albuquerque. Mais dans ces lettres, d'ailleurs, il nous donne quelques bribes d'informations pour démontrer qu'en fait, il s'agit de quelqu'un qui a une certaine expérience. Il parle même de l'histoire française. Et ce Corse, il dit, il fait la comparaison entre Alphonse d'Albuquerque et Gonzalo Fernandez de Cordoba, celui qu'on appelait El Gran Capitán. Durant les guerres d'Italie, il parle aussi de Monseigneur de la Trémoille en France. Ça, c'est à l'époque ce qu'on appelle la guerre folle de la fin du XVe siècle. Et il parle donc, en effet, sur comment Albuquerque peut être comparé aux plus grands conquérants qu'on trouve, les plus grands généraux qu'on trouve. Ici, donc, vous voyez un autre point de vue légèrement
différents et évoluants, même si en fait ce Corse, Silvestro, et ses deux frères, qu'il était aussi présent avec lui, Piero et Nathaniele. Et ils étaient donc tous les trois en Inde à l'époque. Ils ont tous joué un rôle dans la construction navale. On dit, on n'est pas entièrement sûr, que c'est Silvestro qui avait construit à Cochin, ce beau bateau, la Santa Caterina de Montesinai. Mais là, vous voyez qu'on a un autre point de vue de ces Corses, donc mais ces Corses génois en quelque sorte, qui eux aussi jouaient un rôle dans cet empire, mais qui ne partageaient pas entièrement le point de vue des Portugais. Et d'ailleurs, dans les derniers temps, on a de plus en plus d'attention aussi consacrée à d'autres Italiens qui ont participé dans cet empire. On a les travaux fondamentaux de Marco Spallanzani et de son élève Francesco Guidi Buscoli. Et puis, plus récemment, on a ce livre qui vient de sortir de Brian Bridge sur la Toscane par rapport aux empires de l'époque, y compris l'Empire portugais. Et dans ce dernier livre-là, on parle notamment d'un Italien qui a participé dans l'Empire portugais. Mais ça, c'est une époque plus tardive que l'époque de Silvestro. Et c'est quelqu'un qui est assez connu dans les études portant sur l'humanisme italien, c'est Filippo Sassetti, qui a été en Inde pendant les années 1580, qui a écrit un certain nombre de lettres. Ces lettres ont été analysées. Il y a eu un certain nombre d'ouvrages de philologie, mais aussi d'analyse. Notre collègue Jean Boutier à l'École des hautes études a écrit cet article très intéressant, Les habits de l'Indiatico, sur Filippo Sassetti, où il parle un peu de comment en fait il a passé sa vie entre Cochin et Goa et comment petit à petit il s'est inséré dans la société coloniale portugaise en partageant un certain nombre de ses valeurs, mais aussi en prenant ses distances. Donc, il y a aussi ce rapport de tension entre ces étrangers et les Portugais. Les étrangers qui vont participer, qui sont parfois hostiles, parfois critiques envers les Portugais, mais qui, en fin de compte, vont aussi à la fois critiquer les Portugais et absorber un certain nombre de leurs mœurs et de leurs habitudes. On revient sur le cas de Sassetti. On a une version de son testament. Si on regarde son testament, il est mort donc 1588, subitement. On voit qu'il avait donc demandé que son corps soit mis dans la Casa de Misericordia de Goa. Il parle d'un certain nombre de ses esclaves. Donc, vous voyez, l'esclavage est présent, et bel et bien, même si ici, c'est l'esclavage domestique et pas le travail des champs ou le travail des plantations. Il a, par exemple, une esclave qui s'appelle Viviana, qui est de Java. Il y a une autre femme qui est de Bengale. Et puis, il a aussi un enfant qui est né d'une femme esclave, Grazia Bengala. Il libère un certain nombre de ses esclaves à sa mort, mais on voit aussi son réseau qui est très intéressant. Il a d'autres Italiens. Il a donc Orazio Neretti, qui est quelqu'un qui, comme Sassetti, travaille pour des gens qui avaient participé dans une nouvelle institution qui s'est mise en place dans les années 1570. C'est donc les contrats privés pour le commerce du poivre et des épices, car les rois de Portugal, Dom Sébastien et puis les Habsbourg avaient commencé ce nouveau système de contrats. Et donc, il y avait des gens comme Sassetti ou Neretti qui faisaient partie de ça. Mais on voit aussi qu'il est proche des jésuites. Il y a ce jésuite espagnol, Gaspar Esteban, à qui il a légué un certain nombre de ses instruments scientifiques.
Mais c'est aussi intéressant, encore une fois, vous voyez, les exécuteurs sont donc deux Italiens, Lorenzo Strozzi, belle famille florentine, Orazio Neretti encore, mais troisième personnage qui est Fernando Croma, hein, tedesco, donc en allemand. Voilà, donc on a aussi ces Allemands. Hein. Ces Allemands qui sont présents d'ailleurs depuis le départ, mais leur présence va s'affirmer à la fin du XVIe siècle, justement aussi dans le cadre de ce système de contrat. Des Allemands qui sont liés avec les Fugger d'Augsbourg, mais aussi les Welser, ces deux grandes familles de marchands banquiers. Et là encore, comme dans le cas de Sassetti, on a un certain nombre de lettres envoyées par ces gens, des lettres qui restent dans les archives assez difficiles d'accès, il faut dire, des archives privées en Allemagne. Ici, vous avez une lettre de ce même Fernando Krom ou Kron, qui était l'ami de Sassetti, mentionné dans son testament. Et d'ailleurs, si on regarde ces lettres, ce sont des lettres assez curieuses, écrites donc, au début et quand il s'installe en Inde, il écrit en allemand, mais dans un allemand très bizarre, mélangé avec l'espagnol. Hein. Donc ici, vous voyez une traduction française. Ma compagnie pendant le voyage, donc c'est peu après son arrivée, se composait uniquement d'hommes désespérés. Mais au lieu de dire hommes désespérés en allemand, il dit hombres desesperados. Et autrement, ne pouvaient pas gagner leur vie et n'étaient bons en rien. Hein. Dieu seul sait à quoi j'ai survécu. Donc, il parle beaucoup de ses souffrances, son mépris pour les Portugais. Hein. Il a beaucoup de mépris au départ pour les Portugais. Et il dit aussi que le commerce est difficile. Il dit en plus que donc, apparemment, on croit hein, que l'Inde, c'est une terre de lait et de miel, mais c'est loin de la vérité. C'est une terre extrêmement difficile, extrêmement chère, extrêmement problématique, etc. Donc, on a l'impression, en lisant cette lettre, qui est écrite donc, en 1587, que c'est quelqu'un qui ne va pas rester très longtemps en Inde. On ne peut pas être plus loin de la réalité, car Kron est resté à peu près presque 40 ans en Inde. Presque 40 ans. Il s'est marié dans la société portugaise de Goa. Il a donc eu deux filles qu'il a mariées avec des gens haut placés dans la société portugaise. Donc, là encore, il faut aussi prendre en compte cette polyphonie, ces voix, ces points de vue de gens qui ne sont pas des Portugais, qui ont participé néanmoins dans cette entreprise, parfois critiques, par la suite parfois séduits. Et donc, Kron reste parmi les exemples les plus frappants de quelqu'un qui a commencé dans une position assez critique et donc, par la suite, est devenu ami d'un certain nombre de vice-rois, un homme qui a aussi joué dans le négoce privé et ainsi de suite. Alors, dans cette diversité, il faut aussi donc compter un certain nombre d'autres éléments. Il y a bien sûr aussi les renégats portugais, le même type de personnages qui ont été, par exemple, été traités dans ce célèbre livre des Benassar, des chrétiens d'Allah, eux parlant plus de la Méditerranée. Donc, il y a ces Portugais qui ont donc choisi d'échapper à l'Empire pour aller devenir musulmans. C'est traité, par exemple, dans ce texte anonyme Primor e Honra da Vida Soldadesca. Donc, il y a ces gens-là encore. C'est difficile de trouver des matériaux de genre égo-documents, des lettres écrites par ces gens, mais c'est quand même des personnages qui ça vaut la peine de traiter. C'est un autre point de vue sur l'Empire. Mais je voudrais terminer donc juste en citant un autre petit passage justement de Jean Aubin. C'est le texte liminaire qu'il avait écrit quand il a lancé une revue qui s'appelle Mare Luso Indicum dans les années 70.
Et là, il dit une confrontation non moins systématique doit être instituée entre sources portugaises et sources orientales. Exigence à laquelle on peut déjà répondre, bien que la prospection des archives ottomanes ou des collections indiennes soit moins avancée que celle des fonds ibériques. Donc, là, vous voyez, c'est vraiment la contrepartie de cette position d'autosuffisance que disait on n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin des non-européens. Les Portugais, les archives portugais, les matériaux portugais suffisent amplement pour écrire l'histoire de cet empire. Et là, vous aviez Aubin formé tout d'abord en tant qu'orientaliste qui nous dit la documentation portugaise ne peut être comprise correctement si on le traite en simple décor littéraire ou en pittoresque exotique. Hein. En contrepartie, s'agissant de pays qui n'ont pas ou très peu d'archives anciennes, la documentation portugaise permet, dès le début du XVIe siècle, de prendre sur le vif des données économiques et sociales. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il faut négliger les sources portugaises, mais qu'il faut trouver un juste équilibre entre matériaux portugais et non portugais, matériaux venant d'autres points de vue qui ne sont pas de point de vue officiel portugais. Et ici, vous aviez quelques exemples, je vous donne juste deux. Ici, par exemple, des lettres qui ont été échangées entre les gens du Golfe Persique et Alphonse d'Albuquerque. Mais ces lettres sont écrites en persan et en arabe. Ici, vous aviez la lettre de vizir, de ministre de Hormuz, avant la conquête par les Portugais, un homme, un eunuque d'origine bengali qui s'appelait Khaja Ata Sultani. Et ici, donc, il écrit des lettres à Alphonse d'Albuquerque. Vous allez voir un certain nombre de mots un peu curieux. Le mot Abu Zuray, c'est en fait au vice-oreille. Hein. Donc, en fait, ce sont des empreintes qu'il utilise. Mais là, vous allez regarder dans cette autre lettre comment il traite Albuquerque comme faux et fourbe. Il dit, en effet, qu'il a faussé des lettres. Hein. Il dit ce sont qu'Albuquerque a envoyé des lettres en disant que c'était des lettres vice-roi, mais que lui, il ne le croit absolument pas. Il trouve que ce sont des lettres qui sont des faux fuyants que Albuquerque lui-même a dit et écrit. Donc, vous avez aussi une petite fenêtre pour comprendre comment les autres, les non-portugais, les non-européens, voyaient les Portugais, comment ils fonctionnaient dans la négociation. Et c'est exactement la même chose qu'on trouve, par exemple, dans ces dernières lettres que je vais juste mentionner et que je viens de publier moi-même en traduction avec mon collègue Muzaffar Alam de l'Université de Chicago. Ce sont des lettres émanant de Cananor, en Inde du Sud, des lettres écrites en arabe, correspondance avec les Portugais, mais qui représentent le point de vue donc, des dirigeants et des commerçants de cette ville qui a été donc sous l'effet et sous l'influence des Portugais. Une ville qui a été donc analysée dans cet ouvrage de notre collègue Geneviève Bouchon, qui vient tout juste de partir de ce monde. Mais Madame Bouchon, dans ce livre Mamal de Cananor, a donc analysé justement ce qui était ce port, cette ville portuaire. Mais on a donc ces lettres, c'est intéressant, en arabe pour nous donner une petite idée de ce qu'était le point de vue de ces résidents de Cananor dans les lettres, par exemple, qu'ils ont écrites au secrétaire de roi Antonio Carneiro, dans lequel, vous voyez, ils essaient de trouver les moyens de négocier avec les Portugais, mais tout en disant que c'est extrêmement difficile. Les Portugais sont des gens difficiles, ne tiennent pas leur parole, des gens assez fourbes, et etc. Donc, c'est aussi intéressant, comme je vous ai dit, dans cette polyphonie d'entendre ces voix-là. Et c'est comme ça qu'on a la possibilité de construire une vision
de ce qu'était la diversité de cet empire portugais, une diversité géographique, une diversité certes économique, mais aussi une diversité culturelle et une diversité linguistique sur laquelle on ne saurait pas trop insister. Je vous remercie et donc on va continuer la semaine prochaine et la semaine d'après avec d'autres aspects de ces empires ibériques de l'époque moderne.